Chers élèves, bonjour et bienvenue pour ce nouvel audio cours. Nous allons continuer la suite. Il s'agit maintenant de finir notre deuxième axe avant de passer à l'objet conclusif. Bon, alors la rentrée se précise. Enfin, se précise. Moi, tout ça là me semble encore très obscur, mais peut-être que j'ai une vision très pessimiste des choses, allez savoir. Oui, au moment où j'enregistre ce cours là, on est lundi. Donc on se prépare à la rentrée qui doit avoir lieu pour vous à partir du 18 mai, si tout se passe bien. Moi j'ai encore des réserves, je suis pas sûr que ça se fera aussi facilement que c'est prévu. Alors, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que ceux qui viendront, voilà. Ils devront rester toute la journée dans la même salle de classe et ils y prendront leur petit déjeuner. Voilà, alors j'espère que vous trouverez ça super motivant. Mais étant un ancien élève et imaginant rapidement ce que vous pouvez penser, j'ai l'impression que d'un coup votre motivation s'essouffle. Quoi qu'il arrive, moi je continuerai à faire des cours à distance. Parce que je vous ai dit dès le début que je ne vous lâcherai pas et que j'accomplirai cette mission jusqu'au bout. Et il n'est pas inenvisageable de finir le programme. Hein. À moins que l'inspection nous dise que 4 thèmes sur 5 suffisent, eh bien on aura réussi au moins, je pense, d'ici la fin à accomplir cet objectif qui semble quand même compliqué. Alors, aujourd'hui on va attaquer le jalon numéro 3. Comme il n'y a pas cours vendredi parce que c'est férié, en fait, le cours qui est là, c'est un cours, vous allez avoir une semaine pour le recopier, c'est un cours qui est assez dense, parce que c'est un chapitre qui m'intéresse beaucoup. Je vais vous ouvrir de nombreuses pistes, hein. C'est quelque chose qu'il est important de connaître pour bien comprendre la société états-unienne. Alors, attaquons. Jalon 3, information et propagande en temps de guerre, les médias et la guerre du Vietnam. Une problématique nous accompagne. On se demande quelle influence ont eu les médias pendant la guerre du Vietnam. Ça, c'est notre problématique. Et on attaque par le premier point, une guerre couverte médiatiquement. Ce premier point, il va lui aussi se diviser à nouveau en 3 sous-parties. Et le premier point, le Vietnam, territoire conflictuel. Alors, à partir de la première diapositive, vous avez ici une vieille carte scolaire, collection Vidal de la Blache. Alors je la connais très bien cette carte parce que, en fait, ce sont des cartes qui ont 2 côtés et de l'autre côté, c'est Madagascar. Donc évidemment, cette carte-là, je suis habitué à la voir aussi parce que j'ai des liens et voilà, vous voyez, j'ai même réussi à parler de Madagascar en faisant un cours sur la propagande au Vietnam. Il est vraiment trop fort, monsieur Lejeune, pour parler de Madagascar. Le reste, c'est hors sujet. Bon, l'Indochine. L'Indochine, c'est quoi? C'est ce qu'il va falloir retenir d'abord comme information. L'Indochine, c'est une colonie française. Et l'Indochine, c'est une colonie française depuis la fin du 19e siècle. Et quand vous regardez cette première diapositive, vous voyez qu'en fait, l'Indochine regroupe plusieurs territoires. En fait, il y a le Tonkin, T-O-N-K-I-N, on a le Laos, L-A-O-S, on a le Cambodge, C-A-M-B-O-D-G-E, et puis on a aussi la Cochinchine, C-O-C-H-I-N-C-H-I-N. En gros, c'est tout ça, l'Indochine. Et puis, le Vietnam, vous voyez, c'est une étroite bande qui est à l'est de l'Indochine. Ça marche? Bon, l'Indochine, qui était française depuis la fin du 19e siècle, occupation par la force, au processus de colonisation, eh bien elle va être à nouveau occupée, mais cette fois par les Japonais qui vont prendre le contrôle de l'Indochine en 1940. Les Français n'ont pas réussi à résister aux Nippons qui étaient présents. Les Japonais vont capituler en 1945
Et c'est le moment que va choisir Ho Chi Minh. Je reviendrai sur Ho Chi Minh. Alors, Ho Chi Minh, ça s'écrit en 3 mots. H-O, plus loin C-H-I, et enfin M-I-N-H. Donc, Ho Chi Minh, il fait quoi? C'est un leader indépendantiste, un partisan de l'indépendance du Vietnam, et qui a fait ses études notamment en France. Et Ho Chi Minh, il va proclamer l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. La France, elle n'a pas l'intention de laisser Ho Chi Minh libre de faire à sa guise. Elle veut reprendre le contrôle du territoire. Elle a déjà des gens qui sont sur place. Et en fait, ça va conduire à une guerre d'indépendance qu'on appelle la guerre d'Indochine. C'est-à-dire qu'en fait, au Vietnam, on a déjà une guerre qui va se dérouler pendant une durée assez longue, plus longue que la Première Guerre mondiale, puisqu'elle va durer de 1946 à 1954. Donc on a 8 ans d'une guerre d'indépendance déjà qui marque le Vietnam au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. La diapositive numéro 2 illustre le sort, le déroulé, enfin pas le déroulé mais l'issue de cette guerre avec la défaite de Dien Bien Phu. Alors D-I-E-N, plus loin Bien B-I-E-N, plus loin Phu P-H-U. Bon, en fait, une bataille a lieu dans une cuvette. En fait, la stratégie de Ho Chi Minh, c'était de conduire les Français dans un piège dans lequel ils se sont engouffrés, et les Français sont défaits à Dien Bien Phu. S'ensuivent des accords de paix qui sont signés à Genève en 1954. La situation n'est pas aussi claire que cela, puisque il est décidé que le Vietnam va être coupé en deux, le long du 17e parallèle, donc avec un Vietnam du Nord et un Vietnam du Sud. En fait, il y a deux États qui vont émerger de ces accords de Genève, et il y a des élections qui sont prévues et qui doivent conduire à la réunification par un référendum sur une réunification du Vietnam. Voilà, alors cette partition en deux du Vietnam, elle doit vous rappeler un autre pays asiatique qu'on a étudié auparavant. Oui, vous vous rappelez, la Corée. Bien, il y a certains points communs entre le premier et le second. Deuxième point, justement. Un conflit de la guerre froide. Cette guerre du Vietnam, c'est un conflit de la guerre froide. On a dit qu'il y a deux États. Alors, si on regarde la diapositive numéro 3, on est conduit à parler du premier de nos deux États, qui est au nord, la République démocratique du Vietnam, celle qui a voulu Ho Chi Minh, et qui est dirigée par Ho Chi Minh, celui qui est en photographie ici, sur cette diapositive 3. Vous avez vu ce qu'il y a derrière lui, il est assis à son bureau, et derrière lui, il y a une photo de Lénine et de Staline. Et vous en déduisez donc que le régime politique, le modèle suivi par Ho Chi Minh est un régime de type communiste. Donc on est au nord sur un État communiste. Conflit de la guerre froide. Qui n'aime pas les communistes? Bah oui, les États-Unis d'Amérique. Au sud, on a un autre État. Et à la tête de cet État, ce que nous montre la diapositive numéro 4, on a un leader. Ce leader, il s'agit de Ngo Dinh Diem. Ngo Dinh Diem, NGO, plus loin D-I-N-H, et Dien, D-I-E-N. Sur cette photographie, ici, on a Ngo Dinh Diem qui est accueilli par le président des États-Unis d'Amérique, Dwight Eisenhower. Alors Dwight, D-W-I-G-H-T, plus loin Eisenhower, E-I-S-E-N-H-O-W-E-R. Donc là, on a une visite officielle de Ngo Dinh Diem aux États-Unis et qui est reçue par le président des États-Unis d'Amérique qui vient le recevoir sur le tarmac. Donc ce régime du Sud, il est soutenu par les États-Unis d'Amérique. Donc on a un Vietnam communiste et un Vietnam non communiste qui est soutenu par les ennemis du communisme et de l'URSS, bien sûr, dans la guerre froide, les États-Unis d'Amérique. Alors il faut savoir que les États-Unis d'Amérique, et il faut le noter,
ils avaient déjà soutenu les Français pendant la guerre d'Indochine. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient empêcher le développement d'un Vietnam communiste. En fait, pour les États-Unis d'Amérique, un Vietnam communiste, c'est un risque. Le risque dans leur représentation, c'est celui d'une contagion. En fait, on est dans la théorie des dominos. S'il y a un État qui devient communiste, les États voisins risquent aussi de devenir communistes. Et il y a donc une volonté d'endiguement. Ce qu'on a vu pour la Corée, finalement, vous pouvez le transposer ici, et ça s'applique pour le Vietnam. Et donc, définition de la théorie des dominos, qu'on a déjà vu, mais qu'on peut rappeler, hein, la théorie des dominos, c'est une doctrine des années 50, qui a été formulée par les États-Unis d'Amérique, selon laquelle la chute d'un pays dans le camp communiste pouvait entraîner celle des États voisins. Et donc l'endiguement, c'est empêcher ces dominos de tomber les uns à la suite des autres, en empêchant le premier de tomber. Le problème, c'est Ngo Dinh Diem. Ngo Dinh Diem, alors il est catholique, ça aura son importance, on va y revenir. Ngo Dinh Diem, il met en place, dans le Vietnam du Sud, un régime autoritaire. Et il se sent fort parce qu'il est soutenu par les États-Unis d'Amérique. Bon, il a pris le pouvoir en 1955 après avoir truqué plus ou moins le processus électoral. Donc, on est ici sur un des critères qualificatifs d'un régime autoritaire. On a une prise de pouvoir qui est contestable. Deuxième chose, il est opposé aux communistes. Opposé à l'idée de communisme. Alors vous me direz, ça suffit pas à en faire un régime autoritaire. Mais il est aussi anti-bouddhiste. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté des moines bouddhistes, elle va être entravée dans un territoire qui est majoritairement bouddhiste. Les catholiques sont moins nombreux. En fait, les catholiques présents dans cette zone sont les descendants de la politique d'évangélisation qui a été conduite par des missionnaires, et notamment des missionnaires français pendant l'opération de colonisation. Enfin, régime autoritaire, parce que Ngo Dinh Diem, il est non signataire des accords de Genève. C'est-à-dire que lui, il les a pas signés, les accords de Genève. Ils sont signés en 1954. Lui, il arrive au pouvoir en 1955. Et Ngo Dinh Diem, il refuse d'organiser le référendum de réunification qui est prévu. Il y a une phrase symbolique qui est souvent attribuée à Ngo Dinh Diem et qui résume l'idée de Ngo Dinh Diem, plutôt la guerre que les camps de rééducation. Bon, il n'a pas tout à fait tort, puisqu'évidemment les personnes comme lui auraient été destinées à des camps de rééducation, mais il y a cette idée que non, moi je préfère m'engager dans la guerre qu'un processus électoral, quoi qu'il arrive. Cet autoritarisme, il se confronte à la situation sociale dans son pays. En s'intéressant à la diapositive numéro 5, qui est une image très connue, qui a servi notamment de pochette à un groupe de musique que j'aime beaucoup, que j'écoutais quand j'avais votre âge à peu près, qui s'appelle Rage Against the Machine. Et donc on a ici un moine bouddhiste, un ancien, par rapport, il y a des moines beaucoup plus jeunes que lui, et qui, pour protester contre la politique anti-bouddhiste menée par le Sud-Vietnam et par Ngo Dinh Diem, va s'immoler en public le 11 juin 1963. Alors il a prévenu son coup, il va pas le faire n'importe où, il a prévenu des journalistes en amont pour être sûr que son action va être médiatisée, et elle l'est médiatisée. Quelqu'un qui décide de s'immoler par le feu en public pour protester contre quelque chose, ça a une répercussion très importante. On parle ici des médias, et on voit qu'avant même que la guerre du Vietnam commence, on a déjà des gens qui savent utiliser les médias, ou qui savent que les clichés que vont prendre les médias, les images que vont relier les médias, peuvent avoir un impact sur les sociétés. Donc, cette image, elle est impressionnante, et elle a marqué les esprits, et elle est restée dans les mémoires. Et c'est pas par hasard non plus que Rage Against the Machine, dont les paroles sont très agressives, notamment socialement,
s'est emparé de cette image pour son côté très spectaculaire. Cette résistance des bouddhistes, elle s'ajoute à une résistance des communistes, des personnes qui sont opposées à l'état autoritaire de Ngo Dinh Diem. Et parmi eux, il y a des communistes. Et Ho Chi Minh, il va créer dans le Vietnam du Sud le FNL. Le FNL, c'est quoi? C'est le Front National de Libération. Un front qui est en fait un groupe paramilitaire qui va agir au sud Vietnam. Ces actions, ce sont des actions de type guérilla. Et ces Vietnamiens du Sud, qui sont pour le Vietnam du Nord, on va les appeler les Viet Cong. Donc on parle de la guérilla Viet Cong, et cette guérilla Viet Cong, eh bien, elle reçoit le soutien logistique, technique, financier du Vietnam du Nord et de Ho Chi Minh. On l'a dit, le régime il est soutenu par les États-Unis d'Amérique. On a une diapositive qui nous intéresse aussi, c'est la diapositive numéro 6. Et sur cette diapositive numéro 6, on voit John Fitzgerald Kennedy en conférence de presse en novembre 1961, parce que face à cette guérilla communiste, les États-Unis ils vont proposer leur aide tout naturellement au sud du Vietnam. On a 15 000 conseillers, entre guillemets, militaires qui sont déployés sur place et qui vont venir encadrer l'armée du Sud-Vietnam pour l'aider à lutter contre ce qui est considéré et présenté comme des opérations de sabordage. Et que vont faire ces militaires et l'armée du Sud-Vietnam? Finalement, elle va faire la même chose. Elle va elle aussi conduire des opérations de sabotage et de renseignement au nord du 17e parallèle. C'est-à-dire qu'on a un Vietnam du Nord qui agit sur le territoire du Sud-Vietnam par l'intermédiaire d'opposants locaux qui sont contre le pouvoir d'Ngo Dinh Diem, et puis on a des Vietnamiens du Sud qui vont organiser des opérations dans le Nord Vietnam. On est finalement ici dans quelque chose qui s'apparenterait d'une certaine façon à une guerre civile, mais avec des acteurs qui sont bien des acteurs de la guerre froide, des communistes qui s'opposent à des États-Unis d'Amérique avec des puissances qui ne s'affrontent pas directement. Puisque c'est la Chine, c'est la Russie qui interagissent contre les États-Unis d'Amérique de façon indirecte. Alors Ngo Dinh Diem, ça va pas bien se finir pour lui, parce qu'en fait il va être assassiné lors d'un coup d'état militaire en novembre 1963, parce que au bout d'un moment, même les militaires locaux, ils s'accordent plus leur confiance à Ngo Dinh Diem. La conséquence de ce coup d'état, c'est que ça va déstabiliser encore plus la politique du sud du Vietnam. Bon, 3 semaines plus tard, à Dallas, c'est John Fitzgerald Kennedy lui-même qui finit assassiné. Vous voyez que finalement, il y a beaucoup d'assassinats dans cette histoire également. Bon, la détérioration, elle fait que le président qui va succéder à John Fitzgerald Kennedy, Lyndon Johnson, alors Lyndon Johnson c'est L-Y-N-D-O-N et plus loin Johnson J-O-H-N-S-O-N, eh bien Lyndon Johnson il va engager davantage les forces états-uniennes, au point où va y avoir un accrochage dans le golfe du Tonkin. Le golfe du Tonkin c'est à l'ouest du Vietnam, et donc à l'intérieur de il y a un accrochage entre les forces des États-Unis et les forces nord-vietnamiennes, et cet incident naval, eh bien, il va servir de prétexte, entre guillemets, pour que les États-Unis entrent officiellement en guerre contre le Nord-Vietnam. Il y a une résolution qui est adoptée par le Congrès, c'est la résolution du golfe du Tonkin, elle est adoptée donc le 10 août 1964, et vous avez un extrait de cette résolution, enfin pas un extrait mais son intégralité, qui est dans la diapositive numéro 7, que je vous invite à visionner. Il va y avoir beaucoup de choses à visionner, donc je m'attarderai sur les éléments qui sont le plus en rapport avec notre cours, mais c'est important que vous preniez le temps de la lire et de la regarder. Donc on a des États-Unis qui sont entrés en guerre contre le Vietnam du Nord, soutenus par la Chine qui est communiste, et on est dans un conflit propre à la guerre froide. Conflit de puissance, qui se battent de façon
non directs. Alors il y a des bombardements qui sont organisés au nord, des bombardements qui vont au total faire environ 500 000 morts, quand même, l'air de rien. Et puis il va y avoir des interventions militaires dans le sud. Et les États-Unis d'Amérique vont déployer jusqu'à 536 000 hommes en 1968 sur le territoire vietnamien. Et puis ce conflit, qui est un conflit du Vietnam, va aussi déborder sur les États voisins, le Laos et le Cambodge, qui vont également être pris dans la guerre. Le ministre de la Défense, dans la diapositive numéro 8, le ministre McNamara, donc cette diapositive numéro 8, vous pouvez la regarder. Ici, il est en train de montrer, lors d'une conférence de presse, qui a eu lieu le 26 avril 1965, un fusil qui a été capturé, pris à un prisonnier, un soldat vietcong de la guérilla du FNL. Donc on a ici une démonstration d'un ministre qui se met en scène et qui explique pourquoi on fait la guerre avec une façon très pédagogique pour dire voilà, ils ont des armes et donc on doit ici lutter pour empêcher le communisme de se développer. On est dans une guerre au sens concret du terme, cette guerre froide ici elle est chaude au Vietnam. On a au total plus de bombes qui vont être utilisées pendant la guerre du Vietnam que pendant la Deuxième Guerre mondiale, 3 fois plus. Bon, on met de côté la valeur des charges, puisque heureusement on n'utilise pas de bombes nucléaires pendant la guerre du Vietnam. Et puis les États-Unis d'Amérique vont aussi utiliser l'agent orange. L'agent orange, c'est quoi ? C'est un défoliant, en fait. C'est un produit chimique qui fait tomber les feuilles des arbres, et donc on va en épandre une quantité très importante, parce qu'on est dans un combat dans la jungle, et dans la jungle, l'ennemi, c'est la végétation, et donc avec les défoliants, on pense pouvoir débusquer plus facilement la guérilla. Donc ça va avoir un impact considérable et une pollution très forte sur le Vietnam qui continue encore aujourd'hui à avoir des répercussions. Le troisième point, pour finir, le troisième point de cette première partie, des médias complaisants justifiant la guerre. Les médias, au début, ils vont couvrir la guerre. Et la guerre, ils vont la couvrir au travers de ceux qui la font. Vous avez dans votre manuel, c'est le document 1 de la page 244, des photographies, des unes, des captures d'écran des unes du magazine Life qui représentent des soldats qui sont sur le front. J'ai moi-même trié plusieurs autres couvertures, notamment une très célèbre qui a été prise par un journaliste, Larry Burrow, qui était présent au Vietnam, une photo de la suite d'une escarmouche, d'un combat d'hélicoptère. C'est la diapositive numéro 9, et puis vous avez la diapositive numéro 10, Inside the Cone of Fire, at Con Thien, et puis on a une autre avec l'arrière-fond de la jungle qui brûle, une un petit peu plus humaniste, To Keep a Village Free, qui vient justifier ici pourquoi a lieu le combat. Donc au travers de ces unes, on a ici, on le voit, une couverture de la guerre au travers du rôle joué par les soldats et la vie que vivent ces soldats sur le front. On va y revenir. Donc les médias, ils font quoi ? Ils couvrent les soldats états-uniens et la guerre qu'ils sont en train de conduire. Et la guerre globalement, elle est quand même, jusqu'en 1967, présentée comme presque gagnée. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis sont en train de faire la guerre, puis sont en train de la gagner. C'est le relais des déclarations de l'état-major. Et l'état-major, il est confiant, il présente la guerre comme gagnée. Donc il y a dans la population et chez les médias une certaine exaltation du soldat à la guerre. Le soldat qui est dans son combat héroïque et qui est engagé. Il y a une chanson qui peut illustrer cela, ce côté héroïque du soldat qui part au combat. C'est la chanson de Johnny White. Alors je vous ai mis un lien vidéo sur cette chanson de Johnny White que je vous invite à aller écouter. Ouais, je vais essayer de la mettre en bande son pendant que je parle là pour raconter les choses. En fait, cette chanson de Johnny White,
que vous avez vous avec le texte en anglais quand vous regardez le lien vidéo, et je vous invite donc à vous intéresser, et pourquoi pas, ça vous fait un peu d'anglais de traduire les paroles, eh bien elles mobilisent des références qui sont propres à l'engagement en guerre. Le soldat qui quitte son foyer, ses proches, qui leur dit au revoir, qui part dans un combat, qui s'engage pour quelque chose. Bon, cette chanson, elle n'a pas un immense succès, c'est une chanson parmi d'autres, entre guillemets, et le paradoxe, c'est qu'en fait, elle va avoir une deuxième vie, cette chanson. En fait, son succès va venir après. Quand la guerre va se mettre à être dénoncée, on va utiliser et mobiliser cette chanson, mais on va la mobiliser à contre-emploi de ce qu'elle était prévue. C'est-à-dire, en fait, on va prendre avec ironie le contenu. Sous-entendu, oui, je pars dans un combat, etc. Alors qu'en réalité, non, il part pas du tout pour une balade de santé. C'est un peu l'image des soldats de la Première Guerre mondiale qui partaient dans les trains et qu'on représentait comme avec la fleur au fusil, alors qu'ils savaient les chocottes en réalité, ils avaient peur. Mais les copains n'avaient pas peur, il y avait cette émulation de groupe. Eh bien, la réalité, c'est que pour les soldats, ça va pas du tout être une partie de plaisir, la guerre du Vietnam. Cette chanson, elle est devenue aussi très célèbre parce elle va servir d'entrée, d'accroche au film très célèbre de Stanley Kubrick qui s'appelle Full Metal Jacket. En fait, dans Full Metal Jacket, on a la scène d'ouverture avec des recrues qui sont coupés les cheveux et avec cette chanson de Johnny White en fond. Et donc, je vous invite à regarder cette vidéo, c'est la vidéo numéro 14. Et vous avez donc là un moment de cinéma grandiose avec cette scène de coupage des cheveux avant d'avoir le super sergent instructeur très connu et complètement fou de Full Metal Jacket. Un film qui est intéressant. Enfin, tous les films sur la guerre du Vietnam que je vous conseillerais sont intéressants, mais il est assez violent celui-ci, et il vient sur le conditionnement des soldats, l'idiotie de la guerre, vu de l'intérieur et vu de l'extérieur. Il y a les deux finalement qui sont présentés. Bon, si on laisse le cinéma de côté, on peut s'intéresser à la production télévisuelle. C'est-à-dire cette compassion, cette guerre qu'on fait vivre de l'intérieur, et qui sera reprise par le cinéma, notamment par Platoon. On la voit notamment dans une autre vidéo que je vous conseille de regarder, que je vous ai mis en lien, et qui revient ici sur le quotidien d'un groupe de soldats qui est suivi par des journalistes de la chaîne NBC, et qui montre ici le quotidien de la guerre que vivent ces soldats. Petite lecture complémentaire, le document 2 de la page 244, et cette lecture, elle vous permet de prendre conscience que pour l'état-major américain, comme pour les politiciens, il n'y a pas de censure appliquée aux journalistes. C'est-à-dire qu'en fait, on leur laisse vraiment les mains libres. Les journalistes qui sont présents avec des caméras, avec des appareils photo, etc., ils vont avoir la liberté de tout filmer et de tout rapporter aux États-Unis d'Amérique. En fait, il n'y a pas de filtre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure d'appliquer de la part des États-Unis d'Amérique. Ce qui, par contre, n'est pas du tout le cas au Vietnam. C'est-à-dire qu'en fait, au Vietnam, on a bel et bien une censure qui s'applique. On ne peut pas dire tout, notamment parce qu'il faut entretenir le moral des soldats qui sont présents sur place. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'information, elle va passer sans filtre, alors qu'elle est très filtrée, notamment dans la radio, dans les radios qui sont à destination des GI. Il y a un film qui relate cela. Ce film c'est un autre très bon film qui s'appelle Good Morning Vietnam, et avec un acteur américain comique qui est décédé il y a 7 ou 8 ans, ou peut-être moins maintenant, je sais plus comment il s'appelle, Robin Williams, voilà. Et donc il fait un animateur de la radio destinée aux militaires, et qui est confronté à cette censure, alors qu'il aimerait bien pouvoir lui dire la réalité de la guerre aux soldats, même si il prend à cœur d'essayer de leur maintenir un très bon moral. Donc les journalistes, ils mouillent le maillot, entre guillemets, ils sont sur le théâtre des opérations. Ils vont notamment très souvent dans une base, la base de Kechan,
Alors K-H-E, plus loin S-A-H-N, en fait elle est au nord du sud Vietnam. En fait on est avant le 17e parallèle, mais cette base, c'est l'un des derniers points militaires contrôlés au nord du Vietnam et dans laquelle on va avoir une grande concentration et on est dans une zone qui est en guerre. Et là, les journalistes, ils vont prendre conscience de la violence de cette guerre, parce qu'en interrogeant les soldats, en partant avec eux en mission, ils se rendent compte que la guerre, elle est violente. Et puis, ils prennent aussi conscience des doutes des soldats, parce qu'ils vont les écouter, et ces soldats, ils doutent du bien fondé de leur action, de la nécessité de cette guerre, de leur peur. Et donc ça, les journalistes, ils vont l'entendre, ils vont aussi le rapporter. Et tout le monde attend la grande offensive. En fait, tout le monde est persuadé que les forces du Nord-Vietnam vont attaquer d'un coup un endroit stratégique, les forces du Sud-Vietnam, pour s'emparer du territoire du Sud-Vietnam. À l'image, finalement, tout le monde attend le Verdun ou le Dien Bien Phu de cette nouvelle guerre d'Indochine. De l'autre côté, l'expression peut prêter à confusion. C'est-à-dire, du territoire d'origine de ces soldats américains, aux États-Unis d'Amérique, eh bien, là, il n'y a pas de filtre, on l'a dit. Et la guerre, elle est regardée à la télévision. La diapositive numéro 16, par exemple, nous montre ici un foyer dans lequel on est en train de regarder la télévision et la guerre. Pas en direct, puisqu'il y a un léger différé, mais là, on a la guerre qui s'invite dans les foyers et qui est là, parmi tout le monde, dans le salon. Deuxième point. L'évolution de la médiatisation du conflit à son tournant. Ça, c'est le titre de notre deuxième partie, et on commence avec le tournant de 1968. On l'a dit, les États-Unis, ils s'attendent à une attaque près du 17e parallèle. Mais l'offensive majeure, elle va avoir lieu dans le sud et la totalité du sud, et pas en un point précis, le plus près possible du 17e parallèle. En fait, il y a une grande offensive qui est conduite le jour de la nouvelle année lumière dans le calendrier vietnamien, l'équivalent de notre nouvelle année, entre guillemets. C'est la fête du Tet, T-E-T, alors on met souvent un accent circonflexe sur le E. En fait, c'est une fête qui a lieu le 31 janvier de notre calendrier. Dans la réalité, l'attaque il y a déjà des attaques le 30, mais c'est vraiment le 31 où on est au paroxysme, en fait, de cette attaque. Alors, c'est une fête très célèbre au Vietnam, où on fait péter des pétards partout, entre guillemets. Il y a plein d'explosifs. Donc, attaquer ce jour-là, qui est normalement un jour où on se bat pas, c'est pas anodin. C'est justement une façon de dire non, il n'y a pas de paix. On est en période de guerre, et puis comme des pétards explosent déjà de partout, au moment où vont détonner les premières salves de fusils, ça passe presque inaperçu. L'effet de surprise est encore plus violent. Donc on est vraiment sur une attaque qui prend par surprise. Une attaque qui est symboliquement forte. En fait, les États-Unis, on l'a dit, leur discours c'était on contrôle la situation. Bon qu'est-ce qui se passe sur le terrain? On se rend compte que non, les États-Unis d'Amérique ne contrôlent pas ce qui est en train de se passer. En fait, cette attaque, c'est une opération de déstabilisation d'une certaine façon. Une opération de déstabilisation qui est réussie. Parce que toutes les caméras, tous les journalistes, tous les photoreporters, ils sont pas au nord. Ils sont au sud. Et on attaque là où ils sont présents. Il y a à peu près 100 villes d'attaquées dans le sud du Vietnam. Donc il y a forcément des journalistes et des occidentaux qui sont présents et qui vont relayer ce qui s'est passé. L'ambassade des États-Unis d'Amérique est elle-même investie par des Vietcong lors de ce jour de l'attaque. La vidéo, le lien vidéo que je vous ai mis, qui revient sur cette attaque du Tet, consacre une partie importante de ce petit reportage justement à l'attaque qui a lieu à l'intérieur de l'ambassade et ces Vietcong qui vont être délogés. Vietcong délogés parce que oui, cette opération, finalement, elle est vite
canalisée. Elle surprend, elle fait de nombreux morts, de nombreuses victimes, de nombreux blessés, mais il n'y a pas un objectif de contrôler le territoire. L'offensive, c'est vraiment une offensive qui est stratégique d'un point de vue de communication. Non, vous n'êtes pas tranquille au sud. Non, on n'en a pas fini. Et non, vous ne contrôlez pas réellement la situation. Et là, il y a un certain tournant. Il y a un tournant parce que l'état-major, les forces des États-Unis d'Amérique, vont se rendre compte que la couverture journalistique du conflit, il va falloir peut-être un petit peu la restreindre. On ne va pas pouvoir laisser continuer tout le monde à dire tout ce qui se passe, parce que ça peut nous jouer des mauvais tours. Et c'est une leçon qui sera retenue par les forces militaires pour les autres conflits aussi. Deuxième point, une médiatisation qui donne la guerre à voir autrement. Donner à voir la guerre autrement. On va repartir encore ici d'images, donc je vous invite à regarder les diapositives une par une en même temps que je parle. Donc d'abord, on a la diapositive numéro 18. Cette diapositive, elle relate la réaction à l'offensive du Tet. On a ici un homme qui est arrêté par des militaires sud-vietnamiens. Il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord une guerre entre le Vietnam du Sud et le Vietnam du Nord. Et là, on a un homme qui est arrêté. Pourquoi ? Parce que cet homme, c'est un combattant du Sud-Vietnam. Et on a un journaliste qui est là à ce moment-là, donc qui prend les photos. Ce journaliste, il s'appelle Eddie Adams. Alors, Eddie, il y a 2D, E-2-D-I-E, et Adams, comme la famille, A-D-A-M-S. Et donc, lui, il voit cet homme qui est arrêté, puis il le suit. Il est amené à un général, le général Nguyen Ngoc Loan. Vous voulez son nom, hein? N-G-U-Y-E-N, Ngoc plus loin, N-G-O-C, et Loan, L-O-A-N. Et donc, on l'amène au général Ngoc Loan. Maintenant, je vous invite à regarder la diapositive suivante, qui est elle aussi une image très connue de la guerre du Vietnam. Et on a quoi ? En fait, il n'y a pas de procès. Il n'y a pas l'arrestation. Elle se conclut immédiatement par la mise à mort de ce combattant Vietcong, qui est mis en place directement par le général Nguyen Ngoc Loan. En fait, la photo, elle est prise par Eddie Adams au moment où le général y presse la détente. Donc on a cette image d'une mise à mort qui est prise en instantané par le journaliste. Cette photo, elle va marquer les esprits. Hein. Elle sera consacrée par le prix Pulitzer de la presse en 1969. Et on a donc ici un assassinat qui est pris en photographie, qui va en réalité tuer 2 personnes. Alors, on va mettre des guillemets à tuer, parce qu'il y en a un qui est vraiment mort. Ici, c'est le combattant Vietcong, évidemment. Je vous dispense les images qui suivent, parce qu'il y a d'autres photographies qui sont prises après. Et en fait, elle va aussi tuer le général Nguyen Ngoc Loan. C'est-à-dire qu'en fait, pour le reste du monde, il est quelqu'un qui abat froidement quelqu'un. Et le journaliste, il va ensuite le défendre en expliquant que, en fait, il s'en est pris à des policiers de la ville, à des amis de Nguyen Ngoc Loan, et qui va donc ici réagir sous le coup de la colère sans autre forme de procès. Sauf que cette photographie, et c'est la diapositive 20 qui revient, cette diapositive, elle va être publiée en une du New York Times. Hein, la diapositive 20 vous montre ça. Et évidemment, cette image, elle est reçue par la société. Et on y voit quoi ? On y voit l'exécution sommaire d'un prisonnier. Or, l'exécution sommaire d'un prisonnier, c'est un acte de guerre qui est interdit par les conventions de Genève, par les conventions de la guerre, les règles de la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, là, les États-Unis sont plongés, prisonniers. Alors, de quoi se rendre compte aussi les gens, c'est qu'ils sont plongés finalement dans un conflit qui est une guerre civile entre Vietnamiens. On a un Vietnamien qui tue un autre Vietnamien. Et on est du côté de celui qui tue ici au mépris des règles de la Convention de Genève, alors qu'on est censé se présenter comme on défend le camp du bien. Vous voyez qu'il
Il y a une collision des représentations que se font les gens. L'interprétation des photos, en fait, elle se fait plus de la même façon. Il y a ici la façon dont sont reçues les photos par la société, on va y revenir, vont avoir un impact. Alors, médiatisation qui donne la guerre à voir autrement, quittons les images, intéressons-nous aux propos aussi des journalistes, avec la vidéo suivante. Cette vidéo, vous y voyez un journaliste célèbre des États-Unis d'Amérique qui s'appelle Walter Cronkite. Alors Walter W-A-L-T-E-R, Cronkite C-R-O-N-K-I-T-E. Alors Walter Cronkite, c'est un journaliste qui est déjà célèbre depuis de nombreuses années, qui travaille pour la chaîne CBS. Un journaliste, alors il est célèbre, son visage vous est peut-être pas indifférent parce que l'année dernière on a commémoré l'alunissage sur Apollo 11. L'alunissage d'Apollo 11 sur la Lune, et c'est lui qui commente en direct la mission Apollo 11 des studios, Walter Cronkite. Donc c'est pas n'importe qui, hein. Vous voyez qu'on l'a pas mis à la fenêtre on l'a pas viré de la télévision, au contraire, hein, il continue à être quelqu'un d'important malgré ce qu'il a pu dire. Eh bien Walter Cronkite, au début, il était favorable à la guerre. Or, là, sur la vidéo qui vous est donnée, et qui commémorait 51 ans après sa déclaration, son propos, eh bien, il annonçait en direct à la télévision que cette guerre, c'est une impasse. C'est-à-dire qu'on a un journaliste qui a une certaine tenue, qui d'un coup dit non, je sais pas finalement si cette guerre elle va aboutir à quelque chose et si elle sert à quelque chose. Et ça pour plein de gens, ça va aussi être un tournant et elle va amener à voir la guerre autrement. Un peu comme si Jean-Pierre Pernaut se mettait à remettre en cause les actions du gouvernement pendant la période de confinement. Oh my god, je crois qu'il l'a fait. Alors, troisième point, pour parler du